Bonjour à tous, à toutes et à tous. Bienvenue sur cette émission Tract et Plus, talk vidéo organisé, co-produit par ceneplus.com et tract.sn. Un talk donc principalement à vocation de débat politique, débat sur des sujets de société. Pour ce premier numéro, nous recevons depuis chez lui à Dakar Abdoulaye Sène dit Pape Sène. Abdoulaye Sène, bonjour. Bonjour Ousseynou. Donc Abdoulaye Sène, vous êtes journaliste de formation et éditorialiste chez ceneplus.com. Nous avons également comme éditorialiste fil rouge de cette émission depuis Washington, René Lec. René Lec, bonjour. Bonjour Ousseynou. René Lec, vous êtes analyste politique, donc vous nous donnerez votre sentiment sur les propos de l'invité fil rouge et sur la thématique qui sera abordée. Pape Sène, l'aide alimentaire du gouvernement sénégalais aux ménages dits nécessiteux. Pape Sène, que pensez-vous globalement du déroulement de cette aide dont on dit qu'elle a commencé avec quelques retards puisqu'il n'y a que 2-3 jours que la distribution a commencé par Yen, la localité de Yen et la banlieue de Guinaw Rail à Pikine. Moi, je voudrais juste préciser une chose, c'est que la pandémie du Covid-19, le nouveau coronavirus, a surpris tout le monde. Ce n'est pas seulement au Sénégal, qu'en Afrique, que des pays, des États ont tâtonné. Au Sénégal, il y a eu, à mon avis, une réponse à 2 vitesses. Dans un premier temps, on n'a pas entendu les autorités. On est resté quelques temps, voilà, on ne voyait pas le président de la République, on ne voyait pas le gouvernement, alors qu'on savait qu'en Chine et un peu partout en Europe, le Covid-19 faisait des ravages. C'était une réponse qui était attentiste à mon sens. Dans un second temps, on a vu l'État… Mais Pape Sène, je ne peux pas vous laisser dire ça. Il n'y avait pas de cas. Il n'y avait pas de cas détectés au Sénégal. Ça se justifiait quand même. Oui, mais moi je parle même dès les premiers cas qui ont été détectés au Sénégal, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que voilà… Début avril. Dès les premiers cas détectés au Sénégal, on a attendu pendant une semaine, je pense, le président de la République, on ne l'a pas vu. Et pendant ce temps, moi, ce que j'ai vu, c'est que des gens ont commencé à dire que mais cette maladie, elle n'existe pas. Les fake news ont commencé à sortir d'un peu partout sur les réseaux sociaux. Dans la rue, moi, j'ai vu des gens qui sont des personnes très sensées qui m'ont dit que cette maladie, elle n'existerait pas. Oui, mais Pape, si vous permettez, la réponse a peut-être été tardive, mais on peut dire que le Sénégal a pris la pleine mesure de cette pandémie et de son impact au Sénégal, puisqu'on a fermé les frontières, on a édicté un état de couvre-feu, un état d'urgence et un couvre-feu. Et donc, je vous posais la question, est-ce que dans cet état d'urgence et ce couvre-feu où les autorités viennent en aide en ce qui concerne les vivres aux populations, est-ce que cette réponse-là est appropriée et adaptée et touche tous les ménages qui pourraient être impactés au Sénégal? Alors, j'allais y venir en fait. Ça, c'est la seconde étape. Parce que, voilà, quand l'État a commencé à prendre la pleine mesure de ce du coronavirus, il y a eu quand même des stratégies qui ont été élaborées, notamment au niveau des autorités sanitaires. Mais au niveau de l'État aussi, il y a eu un couvre-feu qui a été décrété. Les manifestations religieuses ont été arrêtées. Oui. Les manifestations religieuses ont été arrêtées, les lieux de culte ont été fermés. Et voilà, ça a été une réponse quand même claire de l'État du Sénégal. Après, bon, l'État a décidé de donner cette aide alimentaire-là aux plus nécessiteux. Est-ce que cela s'est fait dans les règles de l'art? Moi, je dirais que ça, on aurait pu attendre que la force Covid-19 soit mise en place avant de mettre en exercice ces opérations de secours aux Sénégalais les plus démunis dans cette période qui est quand même une période très difficile. Vous ne nous dites pas si vous pensez que ça s'est déroulé dans les règles de l'art, mais je voudrais avoir votre sentiment sur 2 choses. La première chose, les accusations de prévarication ou d'octroi douteux de marché de l'État à des personnes comme M. Hachem, qui avec ses 2 sociétés a fourni du riz, comme au député Diopsi,
qui, avec sa société mise en liquidation depuis 2019, a quand même eu un marché pour transporter les vivres Covid. J'aimerais avoir votre sentiment sur cette question-là. Et la deuxième question sur laquelle j'aimerais avoir votre appréciation, c'est celle de l'implication aussi bien du beau-frère du président de la République en tant que ministre en charge de la distribution de ces vivres que du frère du président Aliou Sall qui est dans la force Covid. Pour moi, c'est clair. Hein. Avant de faire une quelconque opération, il aurait fallu attendre la mise en place de la force Covid-19. Voilà. Il fallait anticiper les suspicions de l'opinion publique, justement, en mettant en place cette force-là avec des personnes. Voilà, le mot que je veux sortir, c'est de vertu, des personnes qui sont sûres. Maintenant, ça ne s'est pas passé comme ça et les Sénégalais ont raison de demander des comptes au ministre du Développement local. Concernant justement l'implication aussi du petit frère du président de la République, à mon sens, c'est un problème qu'il faut régler en Afrique. Je pense que dans nos pays où encore la corruption est structurelle, où on a des problèmes de conflit d'intérêts, je pense qu'il faudrait peut-être aller dans la légifération de lois qui puissent empêcher aux proches de nos dirigeants d'être dans des centres de décision. René Lake, depuis les États-Unis, d'où vous nous parlez, le président Trump a l'implication de sa proche famille dans le pouvoir politique, puisque sa fille Ivanka et son beau-fils, son gendre, sont à la Maison-Blanche. Ça, c'est une chose. Et d'un point de vue de réponse de l'État, quel est le sentiment que vous avez de l'adéquation de la réponse de l'État du Sénégal à cette pandémie de Covid-2019? Écoutez, Ousseynou, la manière dont vous avez introduit votre question montre bien que l'Afrique n'a pas l'exclusivité de la mauvaise gouvernance. La présence d'Ivanka Trump à la Maison-Blanche, de son mari Kouchner, et pas mal de ses enfants qui sont impliqués au plan politique et parfois même de manière un peu périphérique, mais quand même assez présente dans les questions, dans les décisions de l'État, montre bien que bon, l'Afrique n'a pas cette exclusivité-là. Malheureusement, la question de la mauvaise gouvernance, de la malgouvernance, est un problème qui est général, qui est même en train de se généraliser, même quelque part, j'ai l'impression, au niveau de la planète. Mais ici, aux États-Unis, avec l'administration Trump, on est en plein dedans. Et donc, se pose le problème de confiance. Parce que toutes les questions que vous posiez à notre ami Papsen tout à l'heure, elles tournent autour de quoi, au fond? C'est le rapport de confiance que les populations ont avec l'État, avec leurs dirigeants. Parce qu'au fond, dans ce genre de crise, quand il n'y a pas la confiance, et bien justement, c'est là où on se rend compte que cela peut poser énormément de problèmes. Ça peut créer une instabilité sociale, une instabilité. Mais René Lake, est-ce que le manque de confiance ne vient pas d'abord de nos dirigeants envers leur population? Parce que pour les dossiers sensibles, ils ne font confiance qu'à leur parentèle pour leur en confier la gestion. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est exactement le cas. Ce qui se passe, c'est que bon, le problème de confiance, c'est d'abord une confiance des populations vis-à-vis des dirigeants. Les populations n'ont pas confiance en leurs dirigeants parce que leurs dirigeants ne sont pas, pour reprendre l'expression le mot de Papsen tout à l'heure, ne sont pas vertueux. Donc se pose cette question-là. Chaque fois que quelqu'un du pouvoir dit quelque chose, on en doute, on se dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Même quelque chose d'aussi sérieux que l'apparition de ce virus, il y a des gens qui interviennent, qui disent ah, non, c'est pas vraiment sérieux, etc. On ne prend pas le pouvoir au sérieux. Et quand on se rend compte qu'au fond, le danger est là, on ne prend pas les mesures que propose le pouvoir au sérieux, parce qu'on n'a pas vraiment confiance au pouvoir. Et le pouvoir lui-même, quand il cherche à éduquer, à informer les populations, il est confronté à ce conflit de confiance. Mais sur une autre dimension, on constate que les États-Unis, où il y a près de 1 million de cas de contamination au Covid-19, sont en train de déconfiner leur population. Ils sont en train de laisser les populations vaquer à nouveau à leurs occupations, en tout cas dans plusieurs États des États-Unis. Alors, entre 1 million de cas de contamination et le Sénégal où on en est à 1000 cas, est-ce qu'on n'en fait pas trop au Sénégal
en appliquant un couvre-feu, un état d'urgence qui va certainement être reconduit ce lundi 4 mai, puisque le préfet de Dakar a édicté des restrictions d'accès au marché et au commerce à compter du lundi 4 mai. Vous savez aussi une des grandes difficultés à laquelle nous sommes confrontés avec cette pandémie, c'est qu'on ne sait pas en réalité. Est-ce qu'on est dans une sorte de overreaction, de surréaction? Est-ce que les réactions et les mesures qui sont prises par les pouvoirs sont excessives ou pas? Ça, à la limite, j'ai presque envie de vous dire, ce n'est que l'avenir qui pourra nous le dire. Donc, faute de savoir, faute d'avoir des réponses claires, parce que le comportement du virus, la nature du virus n'est pas encore connue dans tous ses détails, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne s'explique pas tellement le peu de cas qu'il y a en Afrique. Est-ce que c'est lié à la question de la chaleur? Est-ce que c'est lié à une immunisation des populations, du fait de la présence du palu et de la malaria qui sont assez prévalents dans nos espaces et qui créent une forme d'immunité de troupeau, comme on dit ici, pour faire une traduction littérale de l'expression anglaise. Donc, on ne sait pas. Est-ce que c'est parce que le vaccin du BCG est assez généralisé dans nos pays? Est-ce que toutes ces questions-là, on ne sait toujours pas, on n'a pas de réponse à ces questions-là. Parce qu'il est quand même assez étonnant de voir le peu de cas comparativement à ce qui se passe dans les autres pays. Est-ce que c'est lié à l'isolement, pardon, de l'Afrique par rapport au commerce international, fait que bon, les échanges ne sont pas aussi importants, donc il n'y a pas eu un nombre massif de gens qui sont venus portant le virus. Toutes ces questions-là, on ne sait pas. Donc, il est difficile de répondre à votre question en disant oui, les gouvernements en font trop parce que bon, les mesures qu'ils prennent ne sont pas proportionnelles au nombre de cas qu'il y a. Mais on ne sait pas. Regardez la Suède. La Suède, ils ont fait l'option de dire on ne va pas dans les mesures de confinement strictes. On va laisser l'immunité. Voilà. Mais ça voilà. Au départ, ça semblait marcher et maintenant, on se rend compte que c'est la catastrophe. En rapport à la population, par rapport à l'Allemagne, ils étaient à peu près dans la même situation. La situation est beaucoup plus dramatique. Donc, vous voyez, il y a des risques. Peut-on prendre des risques? N'est-ce pas une bonne chose d'anticiper? C'est ce type de questions-là, on ne peut pas vraiment répondre. Moi, en tout cas, pour ma part, je pense que globalement, les réponses rapides, comme on l'a constaté en Afrique, même si elles ont été, il y a beaucoup d'incompétence, il y a le problème de confiance, etc., je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Effectivement, l'implication du continent africain dans les échanges internationaux est très faible. Elle est de l'ordre, pour ce qui est des transports aériens, des vols d'avions, de 2% seulement, des vols qui se déroulent par an sur la planète tout entière. On va en arrêter là. Juste une dernière question, Papsen, Abdoulaye, pour en terminer. Est-ce que vous pensez qu'il y a des leçons qui vont être tirées de manière durable de cette pandémie de Covid-19? Est-ce que vous pensez, comme l'a dit justement l'ancien secrétaire d'État américain emblématique Henry Kissinger, 95 ans, est-ce qu'un nouvel ordre mondial dans lequel les relations notamment de l'Afrique avec les autres contrées du monde seront plus équilibrées peut naître de cette pandémie mondiale de Covid-19? Je l'espère. Vous êtes sceptique? Vraiment. Mais il faut aussi dire une chose, c'est qu'en Afrique, on a beaucoup de problèmes. D'abord, on en a parlé tout à l'heure, on a un problème de leadership, d'exemplarité. On a des dirigeants, on l'a vu avec la pandémie du Covid-19, on a vu que nos hôpitaux ne pourraient pas supporter un afflux, s'il y aura afflux de malades. Parce que, tout simplement, les investissements sont mis dans des secteurs où ils ne devraient pas. La santé, l'éducation, on n'en fait pas assez. On ne lutte pas assez contre la corruption. Alors qu'actuellement, l'Afrique est un continent qui est très jeune. C'est un continent qui a beaucoup de problèmes, des problèmes écologiques. Abdoulaye Sène, je suis tenté de vous dire que les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Moi, je pense qu'on peut avoir des dirigeants qui sont éclairés, qui tirent les peuples vers le haut et qui ne sont pas dans des projets de prévarication ou bien qui ne pensent qu'à l'élection suivante. Je pense que dans ce qui manque dans nos pays, ce sont des gens qui viennent, des élites qui viennent et qui disent on va sortir de nos problèmes, on va rendre à nos pays leur dignité. On le cherche, on le cherche. J'aimerais bien que ça soit le cas actuellement,
Mais voilà, je ne sais pas si au sortir de cette crise-là, on aura des directions qui sont optimistes. Personnellement, je le souhaite, mais je ne le pense pas encore. Je pense Merci que, pour ce l'heure n'est dernier pas mot. encore venue. Oui. Merci pour ce dernier mot. Nous allons prendre le dernier mot de René Lec. Est-ce que l'exemple de Donald Trump, qui est un président dont une grande partie de la planète s'accorde à dire qu'il n'a pas toute sa conscience, qu'il est en tout cas un peu azimuté, si vous permettez le terme, est-ce que l'exemple de Donald Trump, qui est président des États-Unis, de manière très clivante depuis bientôt 4 ans, avec une élection qui aura lieu en novembre normalement de cette année, ne montre pas que la question du dirigeant n'est pas importante finalement, puisque même avec un président qui est considéré comme un peu fou, les États-Unis arrivent à fonctionner. Oui, les États-Unis arrivent à fonctionner parce qu'il y a des institutions qui sont des institutions fortes, qui ont été créées et qui ont été rodées pendant plus de 200 ans. Donc, c'est sûr que ça reste la question centrale, c'est la question des institutions. Les institutions sont plus fortes que les hommes, sont plus fortes même que les dérives individuelles des gens, ce qui fait que malgré la situation de malgouvernance dans laquelle les États-Unis sont avec l'administration Trump, le pays ne s'effondre pas. Donc, le système continue de fonctionner, mais quand même, il faut reconnaître que le leadership aussi a un rôle. La situation, vous avez dit, il y a plus d'1 million de cas aujourd'hui aux États-Unis. Vous avez en termes de décès entre plus de 62 000 décès. 2 mois, Papsen parlait tout au début de l'émission de l'absence de réaction rapide de certains gouvernements, mais ça a été le cas ici. Tout le mois de janvier et le mois de février ont été perdus. L'administration Trump n'a pas réagi. Elle faisait exactement ce dont parlait Papsen qu'il y avait dans nos pays. Trump lui-même était là à dire « Oh non, écoutez, c'est rien, c'est pas méchant, c'est moins même qu'une grippe. Dans quelques jours, tout ça sera réglé, etc. » Donc, si on avait eu un bon leadership, si vous aviez eu, je peux vous assurer que si c'était l'administration Obama, on serait peut-être au tiers ou peut-être au 5e de victimes que nous avons aujourd'hui. La situation serait complètement différente. Donc, le leadership individuel est important, mais c'est sûr que globalement, le plus important, ce sont les institutions. Et au fond, les problèmes de malgouvernance que nous avons en Afrique, c'est simplement parce que nos institutions sont extrêmement faibles. Les institutions de la justice, la presse, le système éducatif. Il y a un problème institutionnel qui fait que, bon, nous avons du mal à dépasser le bon vouloir du prince qui est aux affaires à un moment déterminé. Merci René Lec pour ce mot de conclusion. Merci à vous, Papsen, Abdoulaye. Nous remercions nos internautes, spectateurs de cette émission. Cette émission Tract et Plus sera disponible en streaming et en diffusion en vidéo à la demande sur nos sites respectifs ceneplus.com et tract.sn et également sur nos chaînes vidéo respectives. Merci, au revoir, à la prochaine.